Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Nous voici dans une nouvelle semaine avec une nouvelle émission, avec nos invités sur le plateau. Nous allons parler au cours de cette émission du PND. Nous en avons parlé la semaine dernière. Nous revenons avec ce sujet, puisque ça nous tient vraiment à cœur. Un programme lancé il y a 4 ans, avec Tambour Battant, un programme qui, normalement, devait transformer le Togo. Nous parlerons également aussi de la DMK qui annonce un meeting le 25 juin prochain. Ce meeting aura-t-il lieu? On verra. Et nous bouclerons avec les nouvelles dispositions dans la charte des partis politiques. Sur ce plateau, avec nous, nous avons nos invités, Jérôme Sossou. Jérôme, bonjour. Oui, bonjour Isidore. Bonjour Ferdinand. Bonjour Isidore. Et bonjour à ceux qui nous suivent actuellement. Et voilà. Et j'ai la voix un peu cassée ce matin, vu que j'étais en voyage. Voilà. Et je me suis malheureusement réveillé ce matin avec la voix complètement cassée. Et toutes mes excuses. Ah voilà. Tu vas faire un effort. Je rappelle que Jérôme, il est le directeur de publication du journal Triangle des Enjeux. Merci d'avoir répondu à nos invitations. Voilà. Un plaisir. Voilà. Et voilà, je retrouve Ferdinand Ité, avec qui j'ai co-animé une émission tout à l'heure. Ferdinand, bonjour. Bonjour, j'ai dû remplacer à la va-vite Nicolas. Exactement. Qui n'est pas arrivé. Donc je sers de roue de secours. En tout cas, c'est... Bon, voilà. Et comme il a dit, voilà, c'était un autre invité que nous avons pris de venir dans cette émission, mais il y a une urgence de dernière minute qui l'a empêché. Bon, il n'est pas une roue de secours, parce que c'est lui le propriétaire de cette émission. Voilà, et Jérôme, vendredi dernier, le Togo a joué contre Eswatini, voilà. Eswatini. Et le résultat... Swaziland. Voilà, c'est Swaziland. 2-2, match nul. C'était une déception pour les Togolais, surtout pour le public. Oui, les battements de cœur reprennent. Les battements de cœur, reprennent. Oui, c'est vrai. Si on suppose que l'Eswatini est l'équipe la plus faible du groupe et qui vient dicter sa loi devant nos installations, il y a problème. Moi, je l'avais déjà dit dans plusieurs émissions que quel est l'objectif que d'abord la fédération s'est donné, quel est l'objectif du staff technique, quel est l'objectif du Togo, c'est-à-dire du gouvernement togolais par rapport au football togolais, par rapport à cette nouvelle campagne dans laquelle nous rentrons pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Si véritablement on veut encore faire la promenade de santé, on veut encore voir si nous avons le sang qui circule normalement dans nos veines, tant mieux. Si on s'est fixé des objectifs, je pense qu'on devait commencer le travail sérieusement dès le début. C'est vrai que des gens disaient que doit être de faire du travail. Peu importe, mais est-ce que véritablement le travail la donne? Jusqu'à ce jour, moi je ne vois pas encore le résultat. La preuve est que les Swazini étaient venus nous dicter sa loi. Nous avions marqué, ils ont égalisé. On a encore marqué et à la 96e minute, traditionnel, on a égalisé. Ça veut dire que nous ne tenons pas. L'équipe togolaise n'est pas encore en place. Nous ne tenons pas du tout. Sinon, toutes mes excuses, à la dernière minute, on ne peut pas égaliser. 96e minute, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans tous les cas, je te pose toujours la question de savoir quel est l'objectif réel que le Togo s'est fixé. Il ne sert à rien de dire on a battu le Swaziland au Ghana 6-0 et qu'au Togo, on va encore le battre à 6-0, à 4-0. Quel est le travail qui se fait sérieusement sur le terrain? Alors qu'aujourd'hui, les gens ne s'amusent plus. Les gens ne s'amusent plus du tout. En football, oui. En football, il n'y a plus de petites équipes. Donc si le Togo reste encore dans son cœur, en imaginant que le hasard va encore jouer, l'improvisation va jouer, tant mieux. Ils ont commencé par faire déjà les calculs. Ils se sont déjà lancés dans les calculs. C'est notre propre. Ils sont devenus des mathématiciens. Et nous sommes devenus des mathématiciens. Et puis moi, j'ai peur pour mon cœur. Sincèrement, parce que
Le Togo va jouer le Cap-Vert demain au Maroc. Je ne sais pas ce que ça va donner. Vous avez vu toute la prestation du Maroc et du Cap-Vert lors de la dernière CAN. Oui. Le Maroc était allé même faire un but contre le Cameroun, je me rappelle bien, le lundi 9. C'était extraordinaire. Et donc si on pense que le hasard, l'improvisation vont encore jouer, mais tant mieux. Les gens, dans revenu au Bénin, à moins de 5 ans, il a construit au moins une vingtaine de stades. Et le Togo, quel est l'objectif? Qu'est-ce que nous nous donnons comme objectif est-ce que ce n'est pas possible? Dans tous les grands sommes togolais, on va les encourager demain. On va voir ce que ça va donner. C'est ça. On va voir ce que ça va donner ce mardi, dans l'après-midi. Et Ferdinand, tu as espoir en cette équipe togolaise? Bon, moi, je ne sais pas. Vous savez, lorsqu'un pays est totalement malade, une partie de ce pays-là ne saurait mieux se porter. C'est toute la problématique autour du football togolais, de tous les sports. Il n'y a pas que le football togolais, parce que c'est le football qui est le plus en vue, mais c'est tous les sports. Dites-moi la dernière fois que dans le football togolais ou dans les autres sports, quelqu'un a brillé, ou quelqu'un a ramené un trophée ou une médaille. C'est le désert total, le désert de compétences, le désert d'infrastructures. Il n'y a pratiquement rien en termes d'infrastructures sportives au Togo. Si on fait le classement dans la région, le Togo est le dernier de la classe en termes d'infrastructures. Pour les sports de mer, le Bénin a eu sa première salle dans les années 60, je sais pas, 76, 77. La salle de sport à Cotonou là-bas. Les Ghanéens en ont eu avant, les Burkinabés après, les Nigériens. Le Togo, il n'y a pas de salle de sport. Les sports de mer se déroulent en plein air comme ça. C'est les gens de basket qui ont sollicité des bonnes volontés et qui ont érigé pratiquement comme un entrepôt là, à côté du stade omnisport là-bas, qui servait à jouer du basket, à être juste à l'abri de la pluie. C'est encore déjà dégradé. Donc, il n'y a pratiquement rien en termes d'infrastructure. Alors, si vous n'investissez pas dans l'infrastructure, vous ne pouvez pas avoir des résultats. Et Jérôme venait de le rappeler. Parce que c'est les infrastructures qui permettent de former des gens. Et au bout de la chaîne, on a les résultats. Et avant d'avoir les résultats, il faut une vision. Où est-ce qu'on va? Nous venons d'où? On va où? Qu'est-ce que le sport togolais doit être dans 10, 15, 20 ans? Et quand on parle de sport togolais, on parle de tous les sports, pas seulement le football. C'est vrai que le football est le sport roi, mais le handball togolais, le basket togolais, le volley, le tennis, et tout ce que vous connaissez, on va où avec ça? Et il n'y a pratiquement rien. C'est un pays de désert total. Ça, il faut faire ce diagnostic-là. Et quand je le dis, ça fait... C'est quand même scandaleux parce qu'il y a 17 ans, pendant sa campagne électorale, dans ce qu'on appelait les 20+, le candidat à l'époque du RPT, Faure Gnassingbé, a promis que dès qu'il sera élu, il va construire une centaine de terrains sur l'ensemble du territoire national. Les grands travaux de Faure. Les grands travaux de Faure. On n'en a pratiquement rien construit. Voilà la triste réalité. Maintenant, l'équipe du Togo... depuis bientôt presque 20 ans, c'est loin le temps où on est allé au mondial et on parlait du Togo en tant que mondialiste. Quand vous voyez là l'équipe nationale, il n'y a pratiquement pas de joueurs qui soient en forme. On prend des joueurs qui jouent dans des championnats totalement inconnus. Je ne sais pas, Arabie Saoudite, je ne sais pas, Iran, de pétrole. Oman, on ne sait même pas quel genre de championnat se joue là-bas. C'est comme les équipes de Gaillard Club ou les équipes de quartier. Et vous amenez ces gens-là, et les journalistes aussi sont complices, il faut qu'on dise la vérité. Les journalistes disent oui, il est bon, il est ceci, il a telle statistique, il faut qu'on le mette dans l'équipe. On amène les gars, au bout de 40 minutes de course, les gars sont fatigués. Comment vous justifiez-vous qu'à chaque fois que le Togo joue,
c'est dans la deuxième mi-temps que le Togo prend des buts. C'est parce que les gars, déjà que bon, les joueurs africains ou la plupart de nos joueurs, on rabote déjà leur âge. Avant qu'ils ne continuent leur parcours. Et donc, vous vous retrouvez avec des joueurs qui sont dans des championnats inconnus. Et vous prenez un entraîneur que vous payez cher, il a l'obligation de constituer une équipe. Oui, il ramasse les gens qu'il peut ramasser. On va chercher quelques binationaux qui ne sont pas aussi brillants que ça. On essaie d'enjoliver l'équipe. Et puis bon, les gens sont contents, on dit qu'on est une équipe nationale, mais en fait, on n'a que des gaillards clubs. Et donc, ce n'est pas étonnant que des pays aussi inconnus, comme le Swaziland, appelé aujourd'hui Swatini, et Swatini viennent au Togo nous dicter sa loi sur nos propres installations. Après, on peut verser dans toutes les interprétations ésotériques, mystiques, ou je ne sais quoi. N'importe quel individu peut sortir pour dire, moi j'ai fait ci pour que l'équipe ne gagne pas. Mais une chose est certaine, vous travaillez, vous gagnez. Vous ne travaillez pas, vous ne gagnez pas. Vous travaillez, vous gagnez. Vous ne travaillez pas, vous ne gagnerez pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Disons-nous la vérité. L'équipe nationale du Togo, là, telle que vous la regardez là, est-ce que c'est une équipe qui vous conduit quelque part? Vous voyez les joueurs là, prenez-les individuellement, faites leurs statistiques, regardez dans quel championnat ils évoluent. Même s'ils sont en 3e division en Allemagne, en 2e division en Europe, en France et tout ça, ils sont même mieux que d'aller dans les pays du Golfe, parce que bon, les gens cherchent de l'argent, ils sont âgés, et on les ramène comme des valeurs, alors qu'ils ne sont pas des valeurs sûres. Je suis désolé. Le stade de Kégué, regardez les installations. Tout autour du stade, il n'y a que des saletés partout. Il n'y a que des saletés partout. On vous dit qu'on a conçu ce stade en 2000 à presque 25 milliards ou 30 milliards. Aujourd'hui, on est en train de la rénover à 15 milliards. Et il n'y a même pas de sièges sur tout le stade. Il y a encore des endroits où il y a les gradins. On n'a pas mis de sièges. Tout autour du stade, il n'y a que des saletés. Ça ne dit rien à personne. Des gens ont même fait des forages collés au mur du stade. Ils lavent des voitures, ils vendent l'eau. On aurait pu monter toute cette clôture-là et la fermer totalement comme on a fait au Hindjan Stadium ou par exemple le stade de l'Amitié à Cotonou. On aurait pu dégager toutes ces saletés-là, paver tout autour du terrain pour donner un aspect vraiment... C'est le seul stade que vous avez. Au moins un aspect assez moderne à ce stade-là. Même entre... la route qui a été bitumée et le trottoir qui part du goudron pour coller au terrain, à la clôture du stade, on n'a même pas été capable de mettre des pavés pour dégager toutes les saletés qui sont là-bas. Quand il pleut, c'est la merde totale. Regardez même l'entrée du terrain, du stade. C'est incroyable pour un pays qui se dit mondialiste, qui a une fois participé à la Coupe du Monde, qui a de l'ambition. Et donc, vous avez toutes ces infrastructures-là qui sont grabataires. Et vous avez des joueurs qui sont grabataires. Vous avez des problèmes dans le football depuis plus de 20 ans que personne n'arrive à régler. Vous avez des guerres entre des factions qui tournent autour du football. Comment pouvez-vous avoir des résultats avec des choses comme ça? Il ne peut pas. Moi, j'ai dit, vous amenez même l'entraîneur le plus capé au Togo, je ne sais pas, Ancelotti. Bon, pour ceux qui suivent les matchs, moi, je ne suis pas du temps. Moi, je ne suis pas trop. Ou José Mourinho. Ouais, vous les amenez ici, ils feront absolument rien. Parce qu'il n'y a rien à faire. On peut se réjouir que des initiatives privées soient en cours. Des gens ont créé des écoles de foot dans certains quartiers de Lomé. Ils mettent beaucoup d'argent, ils ont créé quelques infrastructures, ils essayent de former des jeunes. Mais le Togo n'est pas comme le Ghana ou le Nigeria. Au Nigeria, il y a les cadets qui sortent déjà, qui participent à des compétitions internationales. Après, ils deviennent des juniors. Après, ils deviennent des seniors. C'est comme ça que le Ghana évolue. C'est comme ça que le Nigeria évolue. C'est comme ça que tous les pays africains évoluent. Au Togo, les gens quittent une zone inconnue. Ils n'ont jamais été juniors, ils n'ont jamais été cadets, ils n'ont jamais rien été. Et puis un matin, ils deviennent, ils deviennent seniors dans l'équipe nationale. Comment voulez-vous avoir des résultats avec ça? Et puis prenez le championnat togolais. C'est un championnat, un championnat à problème. S'il n'y a pas de trucage dans les matchs, il n'y a pas de problème. Si les équipes... Dans ces conditions-là, excusez-moi, vous ne pouvez pas avoir de bons résultats. On voit bien le Bénin,
qui investit à la fois dans les infrastructures et aussi dans la formation, on voit que petit à petit, ils sont en train de constituer véritablement une équipe. Ce n'est pas un groupe, mais une équipe véritable. Et que dans 5-10 ans, le Bénin va peut-être être dans la cour des grands. On voit tous les pays qui ont eu qui étaient des pays inconnus au football aujourd'hui, le Cap-Vert, les Comores, tout ça aujourd'hui, qui ont investi dans le football, et tout en ayant une vision, sont en train de grandir. Mais nous, on a dormi sur nos lauriers depuis 2006. On a été à la Coupe du Monde, on a cru que le monde s'arrêtait là. On agite ça tout le temps, ce chiffon-là, on est mondialiste. Voilà, on est mondialiste, mais des petites équipes qui n'ont même pas été à la CAN viennent nous dicter leur loi à domicile. Je pense qu'il faut exorciser le football togolais, tout comme il faut exorciser tout le pays, parce que c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et dommage que, bon, il y a des générations qui pouvaient vraiment faire quelque chose pour le football togolais, mais bon, à cette allure-là, on n'ira nulle part. Moi, je ne serais pas étonné qu'à la dernière minute, on puisse sortir la calculatrice pour faire les combinaisons d'apothicaire. Voilà, quoi. Bon, voilà. Non, je me rappelle encore, en 2007, on a joué la CAN au Togo, la CAN cadette au Togo. Et c'était la période des Aïou qui étaient venus au Togo. Et aujourd'hui, eux, ils sont encore dans la course. Et les nôtres, là, ils sont devenus quoi? Des vendeurs de bourrées. C'est sérieux. LS Kevibo. Il était en Corée du Sud, là. Il était en Corée du Sud. Oui, ils étaient à la Coupe du Monde des cadets. Aujourd'hui, Kevin Alesbo, ce sont des jeunes qui sont finis depuis très longtemps, qui aujourd'hui, bon, sont dans la vie, ils ne font rien. Alors que les Ghanéens continuent de jouer. Kevin Boales avait joué contre Tony Kroos. Il avait marqué, le gars n'arrivait même pas à bouger. Tony Kroos est encore dans la course. Alex Kevibo, il est devenu vendeur de bourrées. Entre-temps, aujourd'hui, je crois, il est au TP3. Il y a Baker à le nouveau. Il y a encore des jeunes. Cette génération est perdue comme ça. On est en train encore de refaire la même chose aujourd'hui. Alors que ces jeunes avaient des talents. Bien sûr. Entre-temps, il y avait l'équipe de U17 qui était même allée pratiquement à la finale. Lorsque je crois l'année passée ou l'année surpassée. Et on nous a éliminés parce qu'on a fait fraude. Oui, exactement. C'est le Togo qui avait organisé la CAN. Oui, il faut abé. On avait éliminé le Togo parce qu'on a fait fraude sur l'âge d'un joueur. Et le groupe là, juste après, le groupe est cassé. On est en train de reformer encore un autre groupe actuellement pour le foie au Ghana. C'est du n'importe quoi. Moi, je ne comprends rien du tout dans la gestion du football togolais actuellement. Et ils ont formé un petit cercle vicieux. Ils ne veulent pas que des gens rentrent dedans. Ils n'écoutent personne. Ils font à leur tête seulement. Et c'est pitoyable pour le pays. Vraiment regrettable pour le Togo, hein, qu'on en arrive là. En tout cas, on va suivre de près ces éliminatoires pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 pour voir ce que le Togo va donner, ce que les épargnés valent. En plus de tout ça, à chaque fois que l'équipe nationale est qualifiée, on cotisait de l'argent, les gens ont détourné les fonds, ils n'ont jamais fait des comptes à personne, les gens n'ont pas été punis. C'est aussi un milieu d'impunité totale. Donc, vous ne pouvez pas d'impunité, de pratiques mystiques, exotériques, des accidents. Dans un milieu spirituellement chargé comme ça, vous ne pouvez pas engranger forcément des résultats. Je suis désolé. Moi, c'est pour ça que moi, je regarde tout ça de loin. Si le Togo est un match, je prends un bon livre, je lis, parce que je connais déjà l'issue du match. Donc, au moins, en lisant un livre, je vais apprendre. Voilà. Donc, les gens qui sont des gens collés au football, c'est eux à la fin qui ont des crises cardiaques ou bien qui s'énervent pour rien. Parce que si tu analyses avec froideur ce qui se passe au Togo, tu sais très bien qu'avec cette histoire-là, on en a pour longtemps. Et c'est tout le pays qui est comme ça, en fait. C'est tout le pays qui est comme ça. Vous ne pouvez pas vous lever pour dire... Parce que dans ce pays, tout est politique. Tout est politique.
le sport est politique, fondamentalement politique. La preuve, qui ont mis la fédération? Qui sont ceux qui vont là-bas? C'est des gens, d'abord, ils prennent leur carte bleue, après, si ce n'est pas des officiers, les décisions se prennent même ailleurs, même avant les élections. Voyez-vous? Donc, je ne pense pas qu'avec cette allure-là, on pourra sortir quelque chose de potable dans cette histoire-là. Et puis, vous ne pouvez pas avoir un pays comme le Togo et n'avoir pas d'ambition pour construire des infrastructures. Je le disais dans une émission la dernière fois ici, il y avait Luc, on parlait des terres, tout ça. Je dis, mais si vous allez aujourd'hui au niveau de la planification, ceux qui planifient l'occupation, ceux qui planifient tous les projets au niveau de l'État, demandez-leur par exemple si le Togo a un deuxième stade à construire aujourd'hui dans la périphérie de Lomé. Où est-ce que le Togo met ce stade-là? Est-ce que c'est sur la route de Palimé? Est-ce que c'est sur la route d'Agbelouvé? Est-ce que c'est sur la route de Vaughan? Est-ce que c'est vers la zone d'Anéon? Parce que plus la ville s'agrandit, il faut penser à installer des infrastructures sportives. Je ne sais pas, vous voyez, le Sénégal a eu comment ils appellent ça, sa salle qui a été conçue par les Turcs là, comme l'aréna de Kigali et tout ça. Mais ils ont conçu ça à Djaminado, je ne sais pas si vous voyez, à presque 40 je sais pas, kilomètres. Il n'y a même pas longtemps. Ouais, 40 kilomètres de Dakar. C'est les Turcs qui ont construit ça, voyez-vous. Nous là, nous avons créé les ambassades partout. Nous sommes en contact avec tout le monde. Nous avons des coopérations bilatérales avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on gagne dans ça? Au moins, si c'est les Saoudiens qui viennent nous construire un stade, au moins qu'on a gagné quelque chose. Si c'est les Turcs, on sait qu'on a gagné. Si c'est les Russes, on sait qu'on a gagné. De toutes les relations que nous avons là, les coopérations là, qui est déjà venu construire quelque chose dans ce pays? Donc, vous avez Kégué. Et les gens disent que c'est un stade maudit. Vous avez comment on appelle le stade municipal qui ressemble à une épave, si je peux parler ainsi. C'est vrai qu'on a mis, comment on appelle ça, un gazon synthétique, mais c'est une épave. Dans un pays où les gens sont tournés vers la modernité, toute cette zone qu'on a qualifiée de stade omnisport, vous rasez tout ça, vous sortez quelque chose de moderne, de terre, et vous avez vraiment un terrain aux normes, quoi. Et donc, on ne sait même pas ce qui se passe. Et donc, vous avez un stade, le seul stade que vous avez, on dit qu'il est maudit, qu'il est ensorcelé, et les gens sortent. Les gens sortent pour témoigner sur les radios qu'eux, ils ont enterré les choses là-bas. Pour que le Togo ne gagne pas. C'est-à-dire que quelqu'un se lève, il vient faire le témoignage que lui, il a participé à bloquer le destin footballistique de tout un pays. Aucun procureur ne le ramasse pour lui demander, mais tu te mets contre les intérêts d'un pays, c'est une menace pour le pays. Quelqu'un sort, il dit ça, en disant, lui, on devait lui payer de l'argent, en 2006, on ne lui a pas payé, donc lui, il a fait des pratiques pour que le Togo ne gagne pas. Quelqu'un dit ça, il sort, il dit ça, et les gens prennent ça comme... Oui, il vient faire un aveu. Et normalement, moi, je ne crois pas trop, parce que moi, je ne suis pas dans la superstition. Parce que moi, je sais que c'est au bout du travail qui est la victoire. Je ne suis pas dans les histoires de superstition. Parce que celui qui dit qu'il a fait ça, si demain il meurt, s'il meurt, et si on n'enlève pas la chose, le Togo ne peut plus exister, ne peut plus gagner. Donc, moi, je ne suis pas trop dans cette logique-là. Mais à partir du moment où quelqu'un vient dire ça, en disant oui, il y a une dette, si on ne paie pas, on ne va pas gagner. Mais attendez, on est dans un pays organisé. Donc, vous ne pouvez pas, logiquement, être... je ne sais pas, vous ne pouvez pas gagner quand vous êtes dans des choses comme ça. Et malheureusement, nous perdons beaucoup d'argent pour payer les entraîneurs. Nous perdons beaucoup d'argent pour payer les entraîneurs. Vous avez vu tout le temps de Claude Leroy, tout ce qu'on payait, personne n'a jamais su réellement ce qui était payé. On parlait de 25 millions par mois, d'autres parlaient de 30 millions par mois. Et ils se disaient que c'est Togo comme qui payait à l'époque quand il n'était pas encore privatisé. Aujourd'hui, vous avez un autre entraîneur qui est là. Moi, je ne sais pas combien il gagne. Il a tout un staff. On a pris des étrangers, des gens. Il gagne de l'argent. Et puis après, pour des résultats piteux. Voyez-vous? Et donc, il y a une thérapie de choc à faire dans tous les domaines. C'est-à-dire que, quand je le dis, il y a une thérapie de choc. C'est-à-dire que quand vous comprenez l'expression thérapie de choc sur le plan médical, quand quelqu'un est en train de faire vraiment une crise, on lui met quelque chose pour le ramener. Donc, il y a quelque chose à faire dans tous les domaines, y compris dans le sport. S'il faut couper des têtes, il faut couper des têtes. S'il faut prendre des mesures radicales, il faut le faire pour redonner à ce milieu-là, ne serait-ce que l'envie aux jeunes de jouer. Malheureusement, comme cela s'insère dans la politique nationale du pays, et que la politique nationale du pays même est totalement pourrie,
Donc rien ne peut avancer. Donc il ne sert à rien de continuer par supporter une équipe comme ça et puis après vous allez faire des AVC. En tout cas, Jérôme, c'est vous les supporters. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Et vous allez voir, à chaque fois, vous allez avoir une victoire. Une petite victoire, les gens sont contents alors que c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Et puis après, vous retombez dans les mêmes travers. Exactement. Et donc, il n'y a pas de stabilité. Donc, courage à ceux qui supportent les hyperviers. Moi, je n'en suis pas parmi eux. En tout cas, vraiment, courage aux supporters. Voilà, et un autre sujet que nous allons débattre ici. Il s'agit, la semaine dernière, on a connu un drame au niveau du grand marché de Lomé, au niveau d'Atikoudi. Un expatrié, un Tchadien, selon le communiqué du ministère de la Sécurité, qui a poignardé un gendarme. Vraiment, oui, mais on a vu la vidéo. La vidéo a circulé sur la toile. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Si à ce jour, on peut être confronté à ces situations, on doit repenser véritablement la sécurité du pays. Parce que moi, ça m'a fait tellement peur. On le prenait comme un vendeur d'ablonie et qui, on ne sait pas ce qui s'était réellement passé. Il a sur lui des couteaux et puis il a poignardé comme ça à mort un gendarme. Il a arraché après son fusil. Mais si c'est qu'il avait réussi à le manier, il faut imaginer le dégât. Il faut imaginer le dégât. Dieu merci que l'autre policier était venu pour sauver toute cette masse-là. Il a également réussi à le poignarder également. Et ça fait vraiment horrible. J'ai appris hier ou avant-hier qu'il est mort. Il va falloir qu'on nous situe véritablement sur la situation. Parce qu'après tout, ça va laisser libre cours à la spéculation. Chacun dit ce qu'il veut. Et jusqu'à ce jour, on ne comprend pas encore le fond du sujet. Et moi, la première réaction, puisque c'est de l'actualité, j'ai pensé au terrorisme. Parce que c'est pratiquement le même mode opératoire. C'est comme ça qu'on a entendu, ils sont arrivés au Burkina Faso, dans le restaurant, ils sont tués. C'est comme ça qu'ils ont fait au Ghana et partout. Et donc, je me dis que c'est pratiquement le même mode opératoire. Et si c'est cela, ça peut être véritablement une piste pour voir si véritablement c'est le terrorisme qui s'élargit comme ça. Et donc il va falloir attendre les enquêtes pour déterminer ce qui. Mais il faut qu'on aille assez vite. Il faut qu'on aille assez vite. Mais il faudrait qu'on prenne des précautions. Surtout nous, les populations. Puisque c'est la population qui va être finalement victime de tout ça là. Et donc, moi j'ai fait des courses, j'ai fait des parcours ces derniers temps. J'ai vu des choses, je me suis dit que le Togo n'est pas à l'abri. Pas du tout à l'abri. Il se passe des choses pas possibles, des choses incroyables et qui ne nous mettent pas à l'abri. Il va falloir qu'on redouble de vigilance. Il faudrait qu'on renforce la sécurité pour quand même éviter ce genre de choses. Et il faudrait que le ministre de la Sécurité revienne nous expliquer véritablement ce qui s'était passé pour qu'on comprenne et donner, enfin, garantir la sécurité à la population parce que nous sommes dans un bleu total, on ne comprend rien et puis bon, on est là comme ça. Ça fait peur, véritablement. Vraiment, ça fait peur. Et Fatina, aujourd'hui, on apprend que l'assassin de ce gendarme-là, le Tchadien, il est décédé. Comment cette enquête-là peut être encore possible? Comment est-ce qu'on va faire pour déterminer ce qui s'est réellement passé? D'abord, une pensée pour cet agent, ce gendarme qui a laissé la vie, condoléances à sa famille, et puis celui qui est blessé, qu'il puisse retrouver rapidement la santé. Il faut dire que le contexte dans lequel ce drame s'est passé laisse cours à toutes les spéculations. Même si, en tant que journaliste, on ne peut pas se laisser aller à des conclusions hâtives. On attend. Malheureusement, l'auteur du drame est décédé.
Et donc c'est une piste véritablement qui est perdue pour les enquêteurs. Bon, s'il a un téléphone, peut-être son téléphone va parler. S'il avait un domicile, peut-être on va regarder un peu pour savoir qui il était, qu'est-ce qu'il faisait dans ce pays, depuis quand il est arrivé, qui sont ses relations, est-ce qu'il a une famille, est-ce qu'il a une femme, il a des enfants. Bon, ils vont essayer de regarder un peu. Et ce n'est qu'au bout de tout ce travail-là minutieux qu'on nous dira si c'est un acte de déséquilibré, si c'est quelqu'un qui était dans la dépression, ou c'est un acte véritablement à caractère terroriste. Ce que je sais, c'est que les terroristes, quand ils veulent agir, généralement, hein, que ce soit par ceinture explosive ou en utilisant des objets contondants pour tuer des gens, ils prononcent toujours des formules religieuses avant d'attaquer. Est-ce que ici, dans le cas précis, quelqu'un a entendu dire ci ou ça avant que la personne ne passe à l'acte? Il n'y a que les témoins de la scène qui pourront nous dire véritablement comment tout ça s'est déroulé, comment on en est arrivé là. Après, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes entre Togolais, il faut qu'on se dise la vérité. Et il faut d'abord saluer aussi la réaction rapide de la population qui est spontanément intervenue pour aider l'autre agent qui a plaqué le monsieur au sort. C'est ce genre de collaboration que nous avons toujours souhaité pour notre pays quand il y a un danger. Voilà. Donc il faut renforcer ce genre de collaboration. Mais il y a des questions à se poser sur qui rentre dans notre territoire, qui sort, qui vient faire quoi. C'est des choses qu'on a l'habitude de dire et que les gens pensent que bon, parce que vous êtes contre telle ou telle communauté. Il y a qu'au Togo que vous entendez les Togolais raisonner comme ça, prendre des choses à la légère. Moi, je suis Togolais, je voyage. Nous sommes des journalistes, on voyage, on a des gens partout. Mais vous allez dans d'autres pays, vous n'avez même pas le droit, même pour acheter même un terrain, c'est la croix et la bannière. On vous fait passer par des procédures. Pour même vous installer, mener une activité, c'est beaucoup de difficultés. Ou soit vous venez pour faire des petits boulots. Hein? Les Togolais qui sont un peu partout, ils sont des staffeurs, ils sont des caroleurs, ils finissent leur boulot, ils rentrent chez eux au pays. Mais venir s'installer dans le pays de quelqu'un, prendre en otage tout un secteur de l'économie, parce que naturellement des gens ont décidé d'évincer les nationaux et de faire la part belle aux étrangers. Combien de fois nous n'avons pas écrit sur le grand marché de Lomé, hein, qui a été totalement... on a évincé les Togolais pour les Sahéliens. Disons les choses clairement. Moi, il y a une image qui me revient toujours en tête. Il y a 10 ans, j'étais au grand marché et il y avait eu... C'était derrière la cathédrale, en prenant la rue là. Il y avait eu un incident dans le marché. C'est une bagarre. Qu'est-ce que j'ai constaté à l'époque? Tous les Sahéliens qui avaient les boutiques là-bas, apparemment c'est un de leurs frères qui était impliqué dans la bagarre, qui était attaqué par quelqu'un d'autre, mais ils étaient sortis de leur boutique avec des machettes et des gourdins dans le grand marché de Lomé. Je vous dis, il y a 10 ans, moi j'ai vu ça. Mais j'ai eu tellement froid, j'ai dit, mais il faut quoi dans le marché avec des gourdins et des machettes? Dans le marché, ils ont sorti ça. Ils ont sorti. Et les Togolais étaient comme ça, tout tremblant en train de les voir. Ils sont sortis chacun devant sa boutique avec un gourdin. C'est des gens qui sont chelous. Laissez ces histoires de panafricanisme. Laissez ça. C'est-à-dire que on n'est pas contre, mais la réalité du terrain nous impose autre chose. Je suis Togolais, je parle Mina, je parle Evé. Si je vais traverser la frontière ici pour aller au Ghana, toute la misère que je subis, et pourtant c'est le pays de Nkrumah, le plus grand panafricaniste. Si je quitte ici pour aller jusqu'à Accra, tous les problèmes que je rencontre avant d'arriver, arrêtez de dire que parce qu'on prend le panafricanisme, il faut ouvrir votre pays à tout et à tout le monde. Voilà des choses comme ça qui arrivent. Vous avez à Lomé, dans tous les carrefours, des enfants qui sont venus du Sahel, personne ne sait qui sont leurs parents, qui sont là, qui deviennent des laveurs de vitres. Et dès qu'une voiture s'arrête, ils courent, ils prennent un chiffon, ils essuient la vitre de la voiture, ils attaquent même les gens, ils harcèlent les gens au carrefour. Personne ne les ramasse pour leur demander qui vous êtes, qui sont les parents, pourquoi ils se retrouvent dans la rue. Un État, c'est quand même un pays ordonné. On ne peut pas laisser les gens rentrer et sortir comme ils veulent. Aujourd'hui, mais l'étranger est roi au Togo. Tu es
problème avec un étranger, tu vas dans un commissariat ou dans une gendarmerie, parce que lui il a un peu de moyens, tu as raison, tu es dans ton territoire, ton propre frère togolais, qu'il soit juge ou qu'il soit officier de police judiciaire, il prend fait cause pour l'étranger contre toi. Ouais. On vit ça tous les jours. On vit ça tous les jours. À un moment donné, comment pensez-vous que ces gens-là ne vont pas se croire plus propriétaires du Togo que nous? Aujourd'hui, ils achètent des terres partout. Sur l'ensemble du territoire, ils achètent des terres. Ceux qui peuvent falsifier des documents togolais pour avoir une carte d'identité togolaise le font. Mais ils ont des terres partout. Et donc, je pense qu'il y a une nécessité. Il y a un truc qui a été voté au Conseil des ministres pour faire la documentation. Je pense qu'il y a une nécessité de regarder sérieusement dans ce qui se passe chez nous au Togo, qui rentre, qui sort. Si on arrête les brigands, si ce n'est pas des Nigérians, des gens qui font des braquages, si ce n'est pas eux, c'est d'autres personnes qui poignardent les gens au marché. Ce n'est pas normal. Le Togolais ne peut plus se sentir étranger sur son territoire. Donc, ceux qui ont l'impérium, ceux qui ont la responsabilité de diriger ce pays, doivent cesser de jouer avec tout. C'est-à-dire que doivent cesser de mettre la politique dans tout et de défavoriser leurs citoyens au profit des étrangers. Sinon, on va arriver à des cas comme ça. Moi, je ne veux pas aller dans des conclusions hâtives. Je ne sais pas si c'est un acte terroriste, je ne sais pas si c'est l'acte d'un déséquilibré, mais ce que je sais, c'est qu'un étranger a ôté la vie à un Togolais qui ne lui a rien fait. En plus, un agent des forces de l'ordre. En plein marché, en lui arrachant son arme. S'il avait réussi à manipuler cette arme-là, comme Jérôme le disait, il devait avoir un carnage dans cet endroit-là. Donc, vous voyez comment les gens arrivent chez nous au Togo. Quand les titans viennent du Sahel, ils sont dedans. Ils sont dans les titans. Personne ne les contrôle. Ils arrivent, on les débarque au grand marché. Bon, depuis le titan jusqu'au grand marché, c'est quand ils descendent qu'ils voient le sol. Donc ils sont là, ils regardent en l'air, donc ils descendent. Après, son frère lui dit, prends quelques habits, commence pas à vendre. Prends quelques montres, commence pas à vendre. Il suit ses frères, il commence pas à connaître le pays, et puis il devient propriétaire du Togo. Nous sommes ici au quartier Bassadi. Et il y a 4 ans ou 5 ans, à un sommet de la CEDEAO, il avait été décidé, après les attentats terroristes au Nigeria, en Côte d'Ivoire, un peu partout, que dans l'espace CEDEAO, il ne doit plus avoir des gens totalement voilés. Ouais. C'est à un sommet de la CEDEAO qu'il a été décidé cela, que dans tous les pays de la CEDEAO, on ne doit plus voir des gens totalement enturbanés. Nous sommes ici à Bassadi, où toutes les maisons, la plupart des maisons sont achetées par les Sahéliens, où ils ont mis les mosquées partout. Mais ici, là, on voit tous les jours des femmes, je ne sais même pas si c'est des femmes ou des hommes, mais des hommes totalement voilés, qui passent devant nous tous les jours. On ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas qui ils sont. Donc, il faut redresser le pays. Il faut redresser le pays de manière à ce que même si un étranger arrive au Togo, il est chez lui, comme tous les Togolais peuvent être aussi ailleurs, mais il doit se plier aux règles du Togo. L'étranger ne peut pas être plus roi que nous les Togolais. Voyez-vous. Vous avez vu l'attentat qui a eu lieu, je ne sais pas si c'est à Grand Bassam ou à Sini, en Côte d'Ivoire, il y a quelques années. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les conclusions de l'enquête en Côte d'Ivoire. C'était une 4x4. Ils ont démonté le fusil. Vous savez que le fusil est comme ça, on peut le démonter en pièces détachées. Ils ont démonté le fusil. Les fusils qui ont servi à faire l'attentat à Abidjan ou au Grand Bassam, là, ils ont démonté le fusil. Les fusils, ils l'ont mis dans le truc de roue arrière, c'est-à-dire la roue de secours. C'est une 4x4. Genre double cabine fermée là, comme on voit les missionnaires utiliser là, les 4x4 là. Ils ont mis les armes, les pièces des armes dans les roues secours. Et ils ont acheminé l'arme jusqu'à Abidjan. Les 2 armes qui ont servi à faire l'attentat. Arrivés à Abidjan, ils ont reconstitué l'arme. Ils ont attaqué à Grand Bassam. Voyez-vous, il y a des colonies de bœufs qui passent. Les enquêtes ont prouvé, il y a des investigations qui ont prouvé que dans ces bœufs-là, il y a des gens qui attachent parfois des armes sur le ventre du bœuf. Les Ghanéens ont arrêté des gens ici, à la frontière de Ségbé, dans des titans. Il y avait des bœufs dans les titans. Vous savez que les Ghanéens, là, à Ségbé, ils ont un scanner.
Ils ont un grand scanner. Je dis, frontière de Ségbé ici. Quand vous passez au Togo, il n'y a rien. Mais vous allez au Ghana, il y a un grand scanner où les titans rentrent dedans. Donc, ils passaient avec des bœufs. Donc, on ne peut pas sortir les bœufs un à un. Vous ne pouvez pas rentrer dans le titan pour contrôler les bœufs. Voir. Ils ont mis ça dans le scanner, ils ont vu des armes. Ils avaient été arrêtés à l'époque, il y a 2 ans. Donc, il y a un contrôle à faire du pays. Qui rentre, qui sort. Quand vous allez parfois au Burkina ou vous allez au Niger, vous voyez tous les véhicules là, qui sont là. Aujourd'hui, il y a des stations sauvages qu'on a créées partout, dans les quartiers de Abobokom et Bassadi, jusqu'au Grand Marché. On vient, on achète un demi-lot, on le transforme en station. Et autour de la station commence un marché, des saletés, les gens lavent les pieds partout, on jette les ordures. Partout, même sur le boulevard ici. Là où il y avait Brochette de la capitale, en face. Il y a une station là-bas. Et vous allez là-bas, c'est un grand marché. Toutes les saletés sont déversées sur le boulevard. Alors, les gens qui rentrent dans ces véhicules, qui font Lomé, Ouaga, Lomé, Niamey, Lomé et Bamako, vous savez comment ça se passe? Quand ils arrivent aux frontières, puisque moi-même on a fait, moi-même j'ai fait le trajet plusieurs fois, ils arrivent aux frontières, qu'est-ce qui se passe? L'apprenti sort, il remet juste l'argent aux policiers, aux forces de sécurité, les gardes frontières, et puis vous passez. Vous passez. Donc, aucun agent ne rentre dans la voiture, on ne contrôle rien, on ne sait pas qui est dans la voiture, on ne sait pas ce que la voiture transporte, le bus transporte. Donc, Lomé, Cotonou, Malanville, jusqu'à Niamey, Bamako, tout comme jusqu'à Ouaga. C'est comme cela que ça se passe. Donc, si vous ne fouillez pas les véhicules qui passent, si vous n'avez pas des moyens pour contrôler qui rentre dans votre pays, tout le monde peut rentrer, même les gens qui ont les mauvaises intentions. Donc, c'est Dieu qui nous préserve dans ce genre de cas. Sinon, le pire serait arrivé dans notre pays. Donc, il est temps que les autorités se réveillent. En matière de sécurité, il faut quand même qu'on sache qui est sur notre territoire, qui fait quoi. Parce que c'est ce que les autres font ailleurs. Vous allez au Ghana, vous avez une carte de séjour. Hein, si vous ne remplissez pas les conditions, on vous arrête au Ghana, vous avez tous les problèmes. Les Ghanéens ont déjà rapatrié plusieurs Togolais ici. On les arrête tout le temps, on les renvoie à Lomé en disant, bon, ils sont sur le territoire, on ne sait pas ce qu'ils font. Pourquoi nous, au nom de je ne sais quelle terre d'accueil, on se permet d'accueillir tout et tout le monde, et les gens se permettent non seulement de venir nous déposséder de nos économies, acheter nos terres, acheter des maisons, mais ils peuvent se permettre maintenant d'agresser les Togolais. C'est pas normal. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui est dans la mairie de Djouma Sessé là-bas, c'est Golf 2 ou Golf 3 là, qui dit Djouma Sessé, là où il y a le maire Adjaï. Ils ont constaté que dans leur zone là-bas, la plupart des maisons aujourd'hui sont en train d'être achetées par les Haoussa. Et la mairie a maintenant les éléments, les données, et ça les inquiète. Alors qu'au Togo, pour acheter le terrain au Togo, on connaît les conditions. Donc voilà les situations dans lesquelles nous vivons. Et il arrive de temps en temps qu'au niveau du gouvernement, au niveau de la sécurité, on boucle des quartiers, comme nous le vivons. On boucle les quartiers, on rentre dans les maisons, on fouille les gens, on fouille même jusque dans les chambres à coucher. On dit c'est sur réquisition du procureur parce que bon, voilà, on boucle des quartiers tout le temps. Il faut boucler le grand marché de Lomé et rentrer dans toutes les boutiques. Les gens qui ont les machettes, qui ont les gourdins dans les boutiques, il faut les récupérer parce qu'ils en ont dans les boutiques. Tels qu'ils le font dans les quartiers. Il faut ceinturer tout le grand marché, contrôler qui est là, qui est qui fait quoi, avec quel document. Il faut contrôler ça. Sinon, on va être là un jour, on ne le souhaite pas, mais le pire va nous arriver. Donc voilà, ce n'est pas une histoire de qu'on est contre quelqu'un, non. Le Togo, on est très accueillant, mais à un moment donné, il faut fixer les normes. Oui. Il faut être rigoureux en matière de sécurité pour les Togolais. Merci beaucoup. Oui, avant de quitter ce sujet, je voudrais aussi inviter les Togolais, quand j'ai suivi la vidéo, parce que, vous savez, les questions de sécurité, tout ça, c'est un domaine sur lequel les gens ne s'aventurent pas trop. Vous voyez les pays comme la Corée, les 2 Corées, le Japon, la Chine, la Thaïlande. Aujourd'hui, encore dans le monde occidental, c'est des pays où les gens qui ont compris ce qu'on appelle les questions de sécurité individuelle et collective, ils ont des systèmes pour former les populations. Des Togolais doivent se former à l'autodéfense. Ce n'est pas un milieu qui doit être réservé uniquement aux initiés. Et je constate que beaucoup vont au gym,
Le gym, ce n'est pas, c'est le sport pour se dégraisser, pour avoir la forme, pour peut-être faire pousser les muscles, mais ça ne vous met à l'abri de rien. Voyez-vous, vous pouvez être quelqu'un d'assez costaud, d'assez trapu, quelqu'un qui connaît des méthodes de self-défense, qui connaît par exemple les arts martiaux, peut vous mettre à terre parce qu'il peut vous frapper à des endroits sensibles et vous êtes paralysé, voyez-vous. Donc les Togolais doivent se mettre, il faut encourager les Togolais à se mettre à l'autodéfense. Les hommes comme les femmes, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas forcément les arts martiaux. Vous n'avez pas besoin de faire les arts martiaux, mais vous pouvez être initié à l'autodéfense. Comment vous défendre? Vous avez vu comment ça s'est passé à la plage et à Maroc là-bas. Voilà. Les gens auraient pu neutraliser ce monsieur facilement, sans qu'il utilise une deuxième fois son couteau, voyez-vous. Et donc, il faut que des gens, on voit les gens qui font des sports à la plage, qui courent dans le sable, mais il faut que des gens, il faut que ça devienne un sport de masse, ce qu'on appelle l'autodéfense. Comme ça, au moins quand vous êtes agressé, que vous soyez, les filles sont souvent victimes de viol. Quand quelqu'un vous viole, vous pouvez vous défendre. Le temps que, bon, on vienne à votre secours. Donc, il faut avoir les réflexes, c'est pas, la culture minimum de se défendre quand il y a un danger. Voyez-vous, je ne le dis pas parce que, bon, je suis plus trop pratiquant, mais je suis dans le domaine, je sais de quoi il s'agit. Mes enfants, ils sont initiés, ils se forment. Il faut que les Togolais apprennent à se battre. Parce que c'est pour ta propre sécurité. Avant qu'un agent des forces de l'ordre arrive, avant que la population ne se mobilise. Il faut que les gens se forment à l'autodéfense. C'est important. Et ça doit s'enseigner aussi dans les écoles. C'est comme ça que vous formez les futurs citoyens de demain. Le service militaire obligatoire que les gens font. On trouve ça comme ça, que c'est des choses banales, mais c'est comme ça qu'on forme des citoyens aguerris pour défendre la cité. Vous avez un pays comme la Finlande là. C'est comme Israël, hein. Tout le monde sait tirer dans ce pays. Tout le monde sait manipuler les armes dans ce pays. Chez nous, ce n'est pas évident. Parce que, celui qui tient le pouvoir a peur que, si tout le monde sait manipuler les armes, il peut venir inquiéter son pouvoir. Ce n'est pas grave. Mais l'autodéfense, c'est-à-dire que se former, pour se défendre, ça, ce n'est pas encore les armes. On peut former les gens à savoir se défendre. Comme ça, s'il y a des situations de ce genre, des individus peuvent s'organiser, aller au secours de quelqu'un, neutraliser une cible facilement pour que, on puisse maîtriser la cible. Vous avez vu que, à force de tabasser le monsieur, finalement, il est mort. Et donc, c'est une piste sérieuse de l'enquête qui a disparu. Quelqu'un aurait pu le maîtriser facilement, le ceinturer, et puis voilà. Merci. Nous abordons l'autre sujet. Oui, je retourne à Jérôme. Jérôme, quand je te demande aujourd'hui où se trouve le PND. Tout au début, on a dit que c'est un projet morné. Ah bon? Ah oui. Donc le projet, c'est un projet qui tient vraiment à cœur à Foignes-Simbe. Peut-être qu'il se trouve dans une poubelle, quelque part, je ne sais pas. Parce que depuis le début, on avait dit que c'est un projet morné et que le projet là n'apportera rien. C'est un toilettage d'autres projets qu'on avait connus. Ça n'en manque pas au Togo. Tout le temps, on crée des cycles, on toilette un peu, l'autre, on met ça ici, demain, on toilette encore, on sélectionne quelques phrases, quelques mots, on met dans l'autre cycle. C'est comme ça. Et sinon, le PND, nous sommes en 2022. En réalité, aujourd'hui, on devait déjà avoir le web, comment appelle-t-on, peut-être une partie de Dubaï, au Togo. Parce que le PND, tout ce qu'on avait mis dedans, tout ce qu'on avait mis dans le V+ de Foignes-Simbe, tout ce qu'on avait mis ensemble pour la continuité, 2010-2015. Et donc, le PND n'a rien de nouveau. D'ailleurs, le PND, c'est 2018-2022. Oui, mais ça n'a rien de nouveau. Mais je pensais même que si le V+ de M. Foignes-Simbe, on exécutait ce programme-là, aujourd'hui en 2022, c'est-à-dire 2005-2022, on aura quand même un beau pays. Maintenant, on n'a pas pu faire
on a encore sélectionné quelques phrases, quelques mots pour mettre ensemble, continuons, 2010-2015. Et là aussi, j'ai le programme, un programme assez bon, assez alléchant, qui n'a rien donné. Ce n'est pas le sigle PND qui va faire quelque chose. Ce n'est pas le sigle PND qui va faire quelque chose. Donc, nous sommes déjà au mois de juin, la moitié de l'année. C'est-à-dire que d'ici la fin de 2022, le PND doit rendre compte. Le PND doit rendre compte. Et le PND doit nous sortir son secret. Mais on ne voit rien. C'est maintenant que vous rentrez dans les rues de Lomé. Il n'y a pas, on ne trouve même pas de passage. L'OAC et tout. Alors qu'hier, on parlait de Cotonou qui était complètement dans la mare. Vous rentrez aujourd'hui à Cotonou, vous serez étonné. Mais ceux qui font ça là-bas n'ont pas de tête. Oh non, mais, grâce au PND, nous sommes en train d'avoir un hôpital de référence. Oh, quel hôpital? C'est quel hôpital de référence? Si c'est aujourd'hui que vous êtes en train de construire un hôpital, des gens en ont déjà construit plus de 10 chez eux. Ce qui veut dire que vous êtes encore très en retard par rapport même au PND. Chacun va à son rythme. Ah, ok, bravo. Alors, félicitations. Continuez comme ça. Quand vous êtes des caméléons ou quand vous êtes des tortues, allez au pas des tortues et garantissez un bel avenir pour le pays. On ne fait que la promotion à la bière, on ne fait que la promotion aux motos, c'est-à-dire aux étudiants, et c'est que le pouvoir a usé des gens. Même s'ils ont la volonté, ils ne pourront plus rien. Il faudrait qu'on passe la main, qu'on revienne après. Vous rentrez à Cotonou, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On a quitté ensemble 90. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Allez compter les échangeurs. Allez compter les ponts qui ne sont même pas comme... qui sont jolis à voir, les ponts, pas les ponts de Kégé. Des ponts, je parle de ponts, qui sont très jolis à voir. Ça se trouve à Cotonou là-bas. Je rappelle que vous venez d'un voyage de Cotonou tout le week-end, c'est pourquoi vous prenez l'exemple de Cotonou. Justement. Vous allez voir. Allez voir, des gens n'ont pas 10 têtes. Le pont même de Kégé là, c'est trop vilain. Le pont là, c'est trop vilain. Allez voir le pont. Et on ne peut pas construire une route qui passe sur la lagune, la petite lagune là. On ne peut pas. On ne peut pas mettre des... comment appelle-t-on? Des navettes. Des navettes pour faire balader les enfants. Mais nous là, on fait quoi? C'est la politique. C'est les régionales. C'est les législatives, c'est la présidentielle, c'est tout ce que nous connaissons. Les élections, c'est là. C'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Quand on sort du pays, on a le visage lucieux. Et quand on a le visage aigri, c'est comme nous vivons dans l'enfer ici. Passer la frontière Ghana, Togo-Ghana, aller dans Plaou là-bas. Promenez-vous, revenez la nuit. Mais c'est comme... la nuit, quoi. Mais oui, si, c'est comme la chaleur, l'enfer qui vous accueille après la frontière. C'est bizarre. Des gens veulent évoluer. Des gens ont de l'ambition. Des gens ont des envies. Des gens ont des visions. Et nous ici, on fait quoi? Rien du tout. On espère que ça va venir aussi chez nous au Togo. Pas de tortue. Pas de tortue. Ferdinand, bon, à défaut du PND, on a la feuille de route 2022-2025. Non, mais c'est la gouvernance de propagande. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça a été toujours une gouvernance de propagande. La dernière fois, quand le 1er juin, quand les gens faisaient tout le bruit tout autour,
Bon, c'est pas une date, je sais pas comment dire ça, inventée par Yadema, comme les gens le disent, c'était depuis le temps des colons. Vous allez voir même qu'au Bénin, le 1er juin, on plante les arbres. C'est que les Béninois n'en font pas trop de bruit. Et les arbres qu'on plante au Togo depuis le 1er juin, là, depuis que du 1er juin, là, si vraiment ça avait un impact, ou bien le Togo serait comme l'Amazonie. Ou bien, bien sûr, vraiment. Ce qu'on plante chaque 1er juin au Togo comme arbre, là, Depuis les années 70. depuis les années 77, je ne sais pas si c'est 70 là, le Togo devait ressembler à l'Amazonie. Tout ça, c'est de la propagande. Tout comme tous les projets de gouvernement, Jérôme venait de le rappeler, il y a des Togolais qui ne retournent pas un peu dans le passé pour lire. Vous prenez les différents programmes de Faure Gnassingbé, les 20+, c'est 2020 ça, 2005 2006-2010, les 20+ de Faure. Relisez ce petit, c'est un petit truc comme ça. J'en ai conservé, relisez ça. Vous allez voir tout ce qui a été dit dedans. Je ferai ci, je ferai ça, je ferai ci, je ferai ça. L'autoroute de l'amitié. L'autoroute Lomé 5AC. Ça n'a même pas démarré depuis 17 ans. Ça veut dire que c'est de la propagande. Donc, 2010, les 20+ ont été jetés à la poubelle. On a inventé un autre concept. On a bluffé les gens ont suivi, tout le monde a commencé par en parler. Après, on est tombé dans les programmes DSRP1, DSRP2, après SCAP, tout ce que les soi-disant spécialistes, économistes sont venus sur les médias démontrer que bientôt le Togo serait un pays, c'est-à-dire que le pays le plus vivable au monde. Avant qu'on ne nous sorte d'un chapeau magique, le fameux PND, qui est quelque chose qu'on allait copier quelque part, on a essayé d'enlever les et ou les ou, on a mis ce qu'on peut mettre pour le Togo, et puis on est venu présenter ça. Vous avez vu le jour où on a présenté ça? C'était le 4 mars 2019, à l'hôtel de février. Oui. On a fait venir des journalistes de partout, oui. On a pris des billets d'avion aux gens, hôtel gratuit, tout, propagande à fond. On a logé il n'y avait même plus de place pour loger les journalistes. Oui, on a fait venir les journalistes de partout. Même les journalistes togolais, là, on les a triés sur les volets. On a pris quelques propagandistes. On a mené les gens. On a mené des experts. Les Lionel Zinsou qui étaient devant, qui parlaient. On a fait venir Adé, Ayemi, EcoBank. On a fait venir les gens de l'école des hautes études de Paris et tout, qui sont venus nous démontrer que c'est le meilleur plan qu'on n'a jamais trouvé dans le monde, que le Togo va changer. 2018-2022. On devrait mobiliser 4 622 milliards. 4 622 milliards pour changer le Togo. On va créer des pôles de manufacture, des trucs extractifs, des industries d'ici, des quoi. On va changer le visage de 10 villes. On a cité les villes. Anéron, Tchévier, Kanté, Pagouda, Djamba. Non, il n'y a pas cité dans les villes secondaires qui vont changer tout le visage de ces villes-là. Vous prenez ces 10 villes que je viens de citer là, qui étaient dans le PND là. On n'a même pas pavé 1 kilomètre dans chaque ville. On n'a même pas démarré, on n'a même pas fait 1 mètre de pavage dans chaque ville. Les villes secondaires qu'ils ont citées là. Dans ces villes, dans certaines villes, il n'y a aucune infrastructure, il n'y a rien. Voyez-vous? Et donc, c'est ce qu'on nous a vanté, qu'on va faire ci, on va faire ça. Et à partir de 2018, là, tous les discours, il fallait s'arranger pour mettre PND dedans. Voilà. Même si une ONG sort quelque part pour venir inaugurer des latrines, une ONG offre à une préfecture une latrine, le préfet se débrouille, il met ça dans le PND. Si quelqu'un vient construire une salle de classe, on dit c'est le PND. Et comme par hasard, depuis 2021, fin 2021, plus personne ne parle de PND. Ouais. Et pourtant, quand vous lisez ce plan-là, c'était trop beau pour être vrai. Et il y avait même quelqu'un qui était proche du régime, comme Kako Noubouko, qui est quand même un économiste qui est dans l'anticipation, qui a dit, en lisant le PND, il n'a pas vu de scénario pessimiste. Et qu'un plan a toujours un scénario optimiste, un scénario pessimiste, parce que les goulots d'étranglement peuvent venir de partout. Mais ils l'ont insulté, les gens ont dit non, c'est toujours lui, et tout. Et pourtant, il en est un expert. Il parle de quelque chose qui est logique. Mais on a commencé par faire la propagande. 8 mois ou 1 an après, paf, la Covid est rentrée dedans.
Ça, c'est un scénario pessimiste. Paf, la Covid est rentrée dedans. Et puis, aujourd'hui, on n'est pas capable, parce que c'est en 2022 qu'on devait évaluer le PND. Puisque c'est 2018, 2022. Nous sommes en 2022. Bon, à la première moitié de l'année, on devait au moins nous dire, en termes d'évaluation, on fait des évaluations à mi-parcours, évaluation finale, on devait nous dire, sur les 4 622 milliards, si on a pu mobiliser au moins 2 000 milliards, mais ne serait-ce que même 1 000 milliards ou 500 milliards, et où est-ce qu'on les a déversés? Qu'est-ce qu'on en a fait avec? Quel domaine on a changé? Où est-ce qu'on a pu faire des choses pour changer la vie des Togolais? Rien du tout. Je ne suis même pas sûr qu'ils ont mobilisé 100 milliards. Et donc, c'est comme comment vous appelez ça? C'est comme toute la propagande qui était autour du dual business, ce rapport bidon de la Banque mondiale, que des gens ont trouvé l'ingénieuse idée de faire croire que le Togo est le meilleur réformateur du monde selon le business. On a appelé les gens au 2 février là-bas, on a fait une grande conférence, on dit qu'il y a un rapport qui est sorti que le Togo est le meilleur pays réformateur au monde et machin. C'est les gens même de la Banque mondiale qui sont venus nous dire que le rapport est truqué. Et puis, depuis, personne n'a plus jamais. Les spécialistes du business qui faisaient des tweets tout le temps à la présidente là-bas, quand je parle, vous suivez mes regards, ils ne le font plus. Ils ont disparu. Voyez-vous, c'est ça la propagande. On ne développe pas un pays par la propagande. On ne développe pas un pays par les slogans. On ne développe pas un pays par des projets irréalistes. On développe un pays par une vision claire, nette. On se donne les moyens d'y arriver. Pour y arriver, il faut l'appui du peuple. Il faut avoir une légitimité. Parce que c'est de la légitimité que dépend forcément l'implémentation des projets. Donc, c'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. PND, ça n'existe plus. Plus personne n'en parle. C'est devenu une feuille de route du gouvernement. On dit 2022. 2025. Voilà. Bon, c'était un gros document comme ça, le PND. Ça n'a pas pu tenir. Maintenant que c'est devenu une feuille de route, elle va s'envoler. Elle va s'envoler. Le projet PND était très lourd. Quand vous imprimez ça, on est à plus de combien? 500 et quelques pages. Maintenant, c'est devenu une simple feuille de route. Une feuille sur une route là. Avec un petit vent, excusez-moi un peu l'ironie, avec un petit vent, ça va disparaître. Écoutez, nous avons de sérieux problèmes. Les gens que Jérôme vient de citer, qui sont autour de nous, et qui font des miracles, n'ont pas deux têtes, ils ne sont pas plus intelligents que nous. C'est des gens qui sont arrivés, qui ont pris un pays, qui ont une vision, qui savent où ils vont, et qui se donnent les moyens de changer le quotidien de leur peuple, parce qu'ils savent que, au bout du compte, ils ont la reddition des comptes. Et que dans 10 ans, ils vont partir. C'est des gens qui savent qu'ils sont venus, qui partiront. Vous allez au Ghana, par exemple. Le président sait que, bon, son prédécesseur a fait ci, il a fait ça. Moi, je suis arrivé, je ferai plus que lui. Parce que, de toutes les façons, dans 4 ans, 4 ans au moins, 8 ans au plus, je serai parti au Ghana. Au Bénin, on attend s'il y a une catastrophe, mais on sait que dans 5 ans au moins, dans 10 ans au plus, je vais partir. Et donc, celui qui a le pouvoir, il se donne les moyens pour marquer l'histoire en disant, je veux qu'après mon départ, qu'on se dise que c'est pendant mon règne que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et que j'ai changé le vécu des Togolais. On peut tout reprocher à Talon. On peut dire, bon, il serre un peu les vis sur les droits de l'homme et tout. Mais il donne un autre visage à son pays. Et même si demain il ne sera pas là parce qu'il est mortel, les Béninois diront, c'est autant de talents qu'on a eu ça. Comme les Béninois ont dit, c'est après la conférence nationale au Bénin, c'est autant de... C'est au globe qu'on a commencé par avoir des grandes voies, les pavés et tout. Et puis Yahi Boni est venu. Il a fait ci, il a fait ça. Kédougou a fait ça. Chez nous. Mais tu n'as même pas d'élément de comparaison. Tu n'as aucun élément de comparaison. C'est celui qui gère qui s'apprécie depuis 50 ans, et même au-delà. C'est lui seul qui dit, c'est ce que je fais bon. Vous n'avez aucun élément de comparaison. Et donc, quand vous avez un pays comme ça, excusez-moi, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Parce que vous n'allez que tourner en rond. Et le jour qu'on fait une seule route, vous êtes tellement content en disant, bon, qu'on fait vraiment des infrastructures. Et de quelle manière? Voilà. Et ici, à Lomé, quand il pleut, c'est la croix et la bannière. Et quand il pleut, si vous n'avez pas des coupures d'électricité de la CET qui bousillent tout le matériel des gens, vous avez des rues qui sont impraticables. Vous ne pouvez pas aller chez vous. Et donc, on ne peut pas dire que, honnêtement, que ce pays avance. Ce pays est en train de reculer. Ayons le courage de le dire. Le dire, ce n'est pas pour choquer quelqu'un, c'est avoir des éléments factuels d'analyse qui nous permettent de dire
on n'avance pas, on recule. Et donc, je suis désolé que le PND est passé par perte et profit. On nous parle maintenant de la feuille de route. Bon, on dit 2022-2025. Donc, dans 3 ans, on verra ce que c'est que la feuille de route et qu'est-ce qu'elle a permis de faire. Mais la seule chose que moi je sais aujourd'hui, c'est que le PND n'a pas apporté grand-chose. Au contraire, la situation sociale des Togolais s'est énormément dégradée. Les infrastructures sont énormément dégradées et les gens vivent dedans dans un fatalisme qui ne dit pas son nom. Si demain les gens apprennent qu'on a augmenté les prix des produits, les gens disent « Ah, bon, ouais, Berika. » Les gens s'adaptent. Les gens s'adaptent. Et vous verrez très bien que ces derniers temps, c'est les cimetières qui se remplissent. Plein de jeunes qui meurent AVC. Tout le pays est stressant. Le pays est stressant. Il faut être dur de tête pour vivre au Togo et tenir. C'est pour ça que des gens ordinaires disent, les jeunes pour s'amuser sur les réseaux sociaux disent que le jour où ils iront chez Dieu, ils diront à Dieu qu'ils ont déjà fait l'enfer. Donc eux, ils sont arrivés là, ils ne vont plus faire l'enfer du ciel. Ils vont aller au paradis parce qu'ils viennent d'un pays qu'on appelle le Togo, où c'était un enfer sur terre. Effectivement, vous ne pouvez pas dire que vous faites le PND et vous ne donnez pas le pouvoir d'achat, par exemple, à votre population. Vous ne pouvez pas dire que vous faites le PND, vous bradez toutes les banques. Vous ne pouvez pas dire que vous faites le PND, vous bradez tous les secteurs juteux de l'économie au profit des étrangers. Vous ne pouvez pas dire que vous faites du PND en créant une plateforme appelée PIA que vous donnez à des étrangers, soi-disant que c'est des investisseurs. Alors que ces gars, ils sont arrivés au Togo, c'est dans la BOAD qu'ils sont partis chercher l'argent. Si eux, que vous appelez investisseurs, ils viennent au Togo les poches vides, et que c'est dans une banque togolaise, dans une banque qui est sur, sur le territoire togolais, dans lequel ils viennent chercher l'argent, tout comme les gens de Togocom. Pourquoi les Togolais n'auraient pas pu eux-mêmes aller chercher l'argent à la BOAD pour créer la PIA ou bien pour reprendre Togocom? Voilà des faux types qu'on nous présente comme des investisseurs. Et donc derrière ces gens-là, vous trouverez des pontes du régime qui sont cachés, c'est eux qui les téléguident, c'est des intérêts liés. Voyez-vous, c'est des conflits d'intérêts énormes, c'est des délits d'initiés. Et donc, ceux qui gèrent le pays sont à la fois des businessmen, c'est leur profit qui les intéresse. Il n'y a rien qu'on fait pour développer le pays. Et quand vous quittez la ville de Lomé, qui semble être un gros village, vous allez maintenant à l'intérieur du pays, vous voyez les villes de l'intérieur, c'est la catastrophe. Vous allez dans les villes de l'intérieur, aujourd'hui, c'est la catastrophe. Vous voyez l'état des villes de l'intérieur, c'est une catastrophe. Et quand on vient vous dire que, oui, on a décidé d'aménager une rue dans une ville de l'intérieur, tout le monde danse. Tchévier, là, qu'on appelle chef-lieu de la région maritime. Chef-lieu de la région maritime depuis des années. Vous allez à Tchévier, vous avez vu l'état de la ville de Tchévier. Vous direz même qu'il n'y a même pas de plan directeur. La seule route qui traverse Tchévier, c'est celle qui va au nord. Plus celle qui va à Tablibo. Et tout le reste, il n'y a pas de goudron. Il n'y a rien. Quand il pleut, vous savez que le sol de Tchévier est très rouge. Quand il pleut, vous allez voir, il n'y a même pas d'eau dans la ville. Parce que Tchévier est sur une crête en bas duquel il y a ce qu'on appelle le bisosec, c'est-à-dire qu'ils sont sur une bande où il n'y a pas l'eau. Cette bande-là, qu'on appelle le bisosec pour les hydrogéologues, ça quitte le Bénin, donc ça quitte le Ghana. C'est une bande de 15 km de part et d'autre. Donc depuis le Ghana, ça passe par Mwepé, donc les Conviers, tout ça, ça passe par Tchévier, ça passe par Ahépé, ça va jusqu'au Bénin. Et donc si vous êtes sur cette bande-là, vous avez toute la malchance de ne pas avoir de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut faire des forages très profonds. Et ça coûte excessivement cher parce que les couches sont superposées et l'eau est très en profondeur. Et donc Tchévier se retrouve malheureusement sur cette bande-là. Par contre, il y a de l'eau à Davier, parce que Davier est en dessous de la bande. Donc on aurait pu pomper de l'eau à Davier, faire un grand forage à Davier et alimenter par exemple la ville de Tchévier. La ville de Tchévier. Lomé même ici, où tous les quartiers la plupart des quartiers n'ont pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans les comment vous l'appelez, dans les châteaux d'eau. Il suffit de réhabiliter les anciens châteaux d'eau et de redimensionner la redistribution dans la ville de Lomé. Il n'y a pas de l'eau.
tous les quartiers périphériques entre la lagune et la mer, vous savez que l'eau, et ça aussi on ne le dit pas assez aux Togolais, vous savez que l'eau entre la lagune et la mer, elle est très infectée. Elle est très souillée. Donc tous ceux qui vivent là, dans cette bande-là, jusqu'à aller à Bagida, tout ça là, sur toute la côte là, l'eau est très souillée. Et donc normalement, c'est l'État, hein, c'est l'eau de surface qui est souillée. C'est-à-dire vous faites un forage de 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres, tout ça, vous avez de l'eau souillée. Il faut aller à peut-être 100, 150 mètres de profondeur. C'est l'État seul qui a les moyens de faire ça, de construire de grands châteaux et de distribuer l'eau à tous les quartiers. Parce que tous ceux qui boivent cette eau-là, souillée là, elle est bonne pour faire de la lessive, pour laver les assiettes, mais elle n'est pas bonne pour être consommée. Et vous savez ce qui se passe dans les foyers avec les femmes? Les femmes qui utilisent l'eau, cette eau-là, de cette partie de Lomé jusque sur la côte que je dis là, pour faire leur toilette intime, elles prennent des infections. Et ça casse les couples. Leur mari pense qu'elles sont infidèles, alors que leur infection vient de cette eau-là qu'elles utilisent pour faire leur toilette intime. Tous les spécialistes vous diront ça. Et donc les 4 000 milliards du PND sont passés où? Ne serait-ce que si on avait 1000 milliards, on aurait pu régler le problème d'eau. Dans ce que je décris là, à Tamavor, Kagomé, partout là, c'est de l'eau souillée que les gens boivent. Et donc, vous n'êtes pas étonné de voir des gens qui traînent des maladies, des infections et tout ce qui... Vous pouvez imaginer, des gens font des AVC, des gens sont totalement parasités avec leur corps. Donc, voilà comment les gens vivent dans notre capitale. Et l'environnement n'est pas sain, le milieu n'est pas sain. L'environnement n'est pas sain, le milieu n'est pas sain. Ils mangent mal, ils boivent mal, ils vivent mal. Et donc, un peuple qui mange mal, qui vit mal, qui s'habille mal, ne peut pas contribuer au développement. Nous avons développé ici, Luc et moi, la théorie de l'homme au cœur du développement. Il n'y a que l'homme qui stimule le développement. C'est l'homme qui est au cœur du développement. Ce ne sont pas les mines, ce ne sont pas ce que vous avez dans le sous-sol. C'est l'homme qui est le développement. Prenez les pays où il n'y a même pas d'eau, il n'y a même pas de richesse, il n'y a rien. Mais il y a des pays comme ça qui sont développés parce qu'ils ont investi dans l'éducation, dans la formation, ils ont investi dans l'homme. Voyez-vous. Donc, il est important qu'on règle les problèmes que nous avons de façon pérenne. Plutôt que de laisser les gens, de faire des petits raccourcis et de faire... Les gens qui sont ici au pouvoir là, pourquoi eux-mêmes là, ils boivent l'eau qu'ils boivent là, c'est toujours de l'eau parfois commandée à l'extérieur. Même pas de l'eau en bouteille au Togo. Parce que l'eau en bouteille au Togo ici, tout le monde en produit aujourd'hui, on ne sait même pas la qualité, voyez-vous. Donc voilà, nous sommes ce à quoi nous sommes confrontés et... tant qu'on n'aura pas pris le taureau par les cornes, on va continuer par tourner en rond et au bout du compte, on n'aura résolu aucun problème pendant que les pays qui nous entourent sont en train d'évoluer. Si nous ne prenons pas garde, excusez-moi, si nous ne prenons garde, le niveau de développement de nos voisins, un matin, pour aller dans ces pays-là, on va vous demander visa. Oui, c'est vous que vos yeux vous pleurez. Parce que... merci beaucoup, messieurs. Où se trouve le PND? Quelqu'un pour nous répondre, en tout cas, on espère. Nous allons observer ici une pause et puis nous revenons après.